Le micro est branché. J'attendais que le slide en régie, s'ils veulent bien nous l'envoyer, ce serait sympathique. Ce qui nous permet de mettre des noms sur des visages. Ça me fera gagner du temps à moi dans la présentation. Ici, là. Bonjour à tous. Je me présente, Patricia Savin. Je suis présidente du réseau ORE, Think Do Tank, qui réunit des entreprises, des collectivités locales. Et nous travaillons depuis 1992 sur les sujets d'économie circulaire, RSE et biodiversité et économie. Une équipe de 14-15 salariés dirigée par Nathalie Boyer, la déléguée générale, qui est ici. Merci également, bien évidemment, merci à nos intervenants. Diane Simui, directrice adjointe CGEDD, au centre. Valentin Fournel, dans l'ordre d'intervention, hein, ce n'est pas l'ordre protocolaire en tant que tel. Valentin Fournel, qui est directeur R&D chez Citeo, également au service éco-conception. Louise Lebret, PepsiCo, responsable des affaires publiques et RSE. Et Laura Pires, chez Franprix, directrice RSE. Merci infiniment à vous quatre. Cette rentrée est très chargée pour tous parce que beaucoup d'événements du mois de mars, avril, mai, juin ont été décalés en septembre. Donc là, c'est un petit peu infernal, mais nous y arrivons. Petit point technique. Donc, les intervenants, ce que je fais actuellement, peuvent parler sans le masque. Et lorsque nous ne parlons pas, nous remettons le masque. Vous tous dans la salle, vous êtes instamment invités à garder les masques. Et de même qu'il n'y aura pas de passage de micro, pour les raisons que vous comprenez. De fait, pour poser vos questions, il y a une plateforme live. Ceux qui ont déjà fait des conférences ProDurable le savent. Donc, vous allez sur le site produrable.com, programme, édition 2020. Vous sélectionnez notre conférence. Et il y a un petit module qui s'appelle module d'interaction, qui vous permet de poser vos questions du coup, au fil de l'eau. Si tout va bien, elles sont projetées à l'écran. Si jamais ça ne marche pas, on va être très souple. On a droit à l'expérimentation. Vous levez la main et vous lancerez très fort votre question sans micro. Mais la procédure ProDurable, c'est passé par le module d'interaction. Alors, notre table ronde autour des plastiques et économie circulaire, la fin de l'usage unique. Point d'interrogation. Vous avez dû noter. Pourquoi ? Parce qu'on en parle depuis longtemps. Un petit rappel réglementaire. Cette fin du plastique à usage unique remonte de façon réglementaire au niveau national à une loi de août 2015, la loi transition énergétique pour la croissance verte, où étaient interdits à usage, à échéance du 1er janvier 2020, les gobelets, les verres. Puis, un an plus tard, la loi biodiversité, reconquête de la nature et biodiversité, de août 2016, a étendu cette interdiction des plastiques à usage unique à différents plastiques, à savoir notamment les cotons-tiges. Puis, nous avons la loi Egalim, donc troisième cran. Loi Egalim de octobre 2018 a étendu cette interdiction des plastiques à usage unique aux pailles, aux couverts, aux couvercles de mugs, vous savez, dans les fast-foods. Donc là, il y a eu vraiment un champ beaucoup plus étendu par des amendements divers et variés. Donc il y a eu beaucoup de rebondissements législatifs autour de la loi Egalim et les plastiques à usage unique. Donc voilà pour toute une série de plastiques à usage unique qui sont réglementés, mais je laisserai Diane plus en parler. Donc un séquençage dans le temps 2015, 2016, 2018, et avec un décret d'application du 24 décembre 2020, c'est ça ? Non, 2019 d'ailleurs, Diane. 2019, qui réglemente un petit peu et qui organise tout cela. Ne pas oublier la loi économie circulaire de février 2020, qui pose le principe d'une interdiction des emballages à l'horizon 2024. Non, 2040, pardon, 2040. Il faut que je mette mes lunettes quand je dis. À horizon 2040. Donc là, on est vraiment sur un schéma beaucoup plus contraignant, plus lointain, mais peut-être qu'on va y revenir. Donc voilà ce rappel réglementaire avec des objectifs très précis, très clairs et sur des produits très identifiés. Pour autant, il y a eu le Covid. Et le Covid a d'un seul coup présenté le plastique comme étant un petit peu le sauveur de la santé, avec des hausses de production en 2020.
C'est la Fédération des entreprises de l'emballage plastique, Ellipso, qui nous dit la production d'emballage plastique a bondi de 20 à 30% durant la période Covid, pour les raisons d'hygiène que vous connaissez. Alors, dans ce contexte un petit peu balancé, un petit peu contradictoire entre un objectif très clair, la période que nous connaissons, il y a un plan de relance sur lequel vous reviendrez, Diane, un plan de relance qui évoque quand même cet enjeu de la fin du plastique à usage unique. Donc voilà, je dirais, le tableau dressé pour parler de cette fin du plastique à usage unique. Eh bien, quatre intervenants. Et je vais demander immédiatement à Diane, donc du CGDD, de nous présenter un petit peu la politique française, le plan de relance et puis le cadre réglementaire national voire européen. Diane, vous avez la parole. Merci infiniment. Merci beaucoup Patricia. Bonjour à tous. J'ai ravie de vous voir, aussi nombreux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde réuni. Et je suis ravie de pouvoir revenir un peu sur cette loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, donc, qui a été promulguée le 10 février dernier. Et puis de vous donner donc des nouvelles de cette loi. Et puis aussi de vous parler du plan de relance qui a été présenté la semaine dernière. Donc, Patricia l'a dit, cet horizon de 2040 pour la fin des emballages plastiques à usage unique. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas été très bien compris, 2040. On a eu des réactions du style vous êtes dingue, on n'y arrivera jamais, on a besoin de ces emballages. Et puis, des réactions qui étaient mais vous n'y pensez pas, 2040, c'est beaucoup trop lointain, on ne peut pas du tout attendre aussi loin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2040, c'est vraiment le point d'arrivée, ce n'est pas le point de départ, et que l'action, elle a déjà commencé, comme l'a rappelé Patricia. La loi anti-gaspillage, elle comporte beaucoup d'autres mesures. Ça, c'était une mesure. En ce qui concerne le plastique, il y a tout un tas d'interdictions. Alors, on a parlé, il y avait les interdictions qui étaient héritées des lois précédentes, mais il y a énormément de nouvelles interdictions qui sont intervenues dans cette loi. Donc, au-delà des gobelets, des assiettes, des cotons-tiges, les pailles, les couverts, les touillettes, dans la loi, on a eu remplacer la vaisselle jetable des fast-foods par de la vaisselle réutilisable, les boîtes en polystyrène expansé, les sachets en plastique, les jouets en plastique dans les menus enfants. Vous savez, quand vous allez au McDo, que vos enfants réclament un Happy Meal et qu'il y a un petit jouet en plastique dedans, l'interdiction des confettis en plastique, l'interdiction d'expédition sous emballage plastique des publications de presse et de publicité. Et puis, il y en a énormément d'autres encore. Il y a l'interdiction d'emballage plastique autour des fruits et légumes. Et puis, il y a aussi ce projet de consigne qui est conditionné aux résultats qui pourront être obtenus en matière de recyclage, parce qu'il faut bien dire, en France, on n'est pas encore très bon, au terme d'une étude qui sera menée, qui sera réalisée en 2023 sur les résultats de 2022. Donc, on pourra revenir sur cette question si vous le souhaitez. Ça, c'est pour ce qui est des interdictions. La loi, elle comporte aussi d'autres mesures, notamment des mesures qui concernent l'évolution de la REP, emballage. Peut-être que Valentin en parlera, et l'évolution du bonus-malus sur l'éco-contribution des emballages qui doit amener à des changements significatifs. Et puis, il y a la méthode qu'on veut mettre en place pour atteindre cet horizon de 2040, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre 2039 et puis du jour au lendemain de se dire qu'on va arrêter le plastique à usage unique. L'idée, c'est d'avoir des étapes tous les 5 ans. Donc, on a des plans quinquennaux, ça fait un peu sous-éthique, et on essaye de construire sur la base de ces plans quinquennaux une stratégie. La première étape, c'est de définir quel est le potentiel de réduction, réemploi, recyclage à l'horizon 2025. Ça, c'est un travail qu'on a lancé en mars. C'est Brune Poisson qui l'a lancé. Et puis, très rapidement, les conditions de travail se sont un peu dégradées. Et je voudrais saluer vraiment le travail qui a été mené, parce que ça a été mené dans un contexte qui était compliqué, avec des acteurs qui étaient extrêmement pris par la crise sanitaire, que ce soit
les parties prenantes du secteur agroalimentaire, de la distribution, de l'emballage, des plastiques qui sont mobilisés parce qu'ils croyaient à cet exercice. Et cet exercice, c'est en fait un exercice d'intelligence collective pour essayer de dépasser les postures sur cette question du plastique, de dépasser les pour et les contre, les pros et les anti, et de se dire, bon, ben, on va prendre méthodiquement, couple produit-emballage par produit-emballage, on a identifié 25, qui sont à la fois des emballages ménagers, mais aussi des emballages industriels et commerciaux, et de se dire, bah, pour ces différents couples produits-emballages, est-ce qu'on a une solution ? Combien elle coûte ? Est-ce qu'elle est très largement disponible ou pas ? Est-ce qu'elle est disponible en France ? Et puis, c'est comme ça qu'on estime le potentiel de réduction, réemploi et recyclage qu'on pense pouvoir atteindre d'ici 2025. Donc, c'est un gros travail qui a été mis en place, qui a aussi permis pour la première fois de se dire on veut sortir de... Enfin, voilà, hein, les emballages, on sait s'ils sont théoriquement recyclables ou pas. On a voulu aller au-delà et savoir ce qui était vraiment recyclé dans les emballages aujourd'hui. Et donc, c'est un travail qui a été mené pour la première fois dans tous les types d'emballages, de vraiment regarder ceux qui étaient vraiment recyclés de ceux qui n'étaient pas. Et ça, tout ça doit nous amener à un décret qui sera présenté à la consultation du public dans les prochaines semaines. Mais ce ne sera pas la fin de l'histoire. C'est le décret qui doit permettre de fixer des objectifs à l'horizon 2025. Mais le plus important, c'est comment on y arrive. Et ça, ce sera l'objet d'une stratégie qu'on va commencer à construire avec tous les acteurs à partir de cet automne, avec pour objectif de l'adopter en juin prochain. Et cette stratégie, elle doit nous permettre de se dire collectivement, soit on y va en ordre dispersé, et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les marques, les producteurs voient dans certaines innovations un avantage concurrentiel de pouvoir dire, regardez, cette bouteille, elle est biosourcée ou elle est biodégradable. Ben, il y a le terme bio, les consommateurs aiment bien ça, alors on y va, même si on sait que potentiellement, c'est des perturbateurs de recyclage, que ce n'est pas si biodégradable que ça. Ou alors, on y va en ordre dispersé et puis on dit il faut absolument investir dans le recyclage chimique du polystyrène, mais si on a le principal acteur qui met des pots de yaourt sur le marché en polystyrène, décide qu'il ne croit pas au polystyrène et que finalement c'est le PET qui va développer, on aura vraiment dépensé cet argent en vain. Donc l'idée, c'est de se dire on ne va pas y aller en ordre dispersé, on va essayer d'y aller vraiment, de construire avec l'intelligence collective une stratégie pour se dire bah, voilà les résines auxquelles on croit, voilà celles auxquelles on ne croit pas, les emballages et les produits sur lesquels on peut aller vers du vrac, celles sur lesquelles on peut aller vers du réemploi. Et pour y arriver, on a un atout vraiment significatif, on a un moment, au-delà de la pression citoyenne, et je reviendrai peut-être sur dans la séance de questions-réponses si vous le souhaitez, sur la Convention citoyenne pour le climat, on a un moment parce qu'on a le plan de relance. Et le plan de relance, il va permettre de mobiliser 500 millions d'euros sur les enjeux d'économie circulaire. Et en partie, donc il y a deux axes principaux dans le plan de relance. Il y en a un qui porte sur la modernisation des centres de tri, recyclage, la valorisation des déchets, notamment les biodéchets, et puis tout ce qui est CSR. Et puis, il y a une autre partie qui porte sur l'investissement dans le réemploi et le recyclage. Et là, il y a un focus vraiment très, très important sur le plastique. Il y a un sous-axe qui est vraiment sur le soutien au réemploi et aux activités de réduction de l'usage des plastiques, notamment à usage unique, via des aides financières. Pour le développement et la modernisation des ressourceries, il y a l'accompagnement des entreprises pour la substitution du plastique à usage unique et puis les investissements dans la R&D pour des solutions alternatives. Mais il y a surtout l'industrialisation de solutions d'emballage réemployable et recyclable, et notamment à travers le développement d'infrastructures logistiques et d'outils de lavage. L'idée, c'est vraiment de dire on change d'échelle sur ce qui existe aujourd'hui. Et puis, il y a le soutien au recyclage du plastique. Et là, il va y avoir quelque chose qui est vraiment très nouveau, c'est qu'on va aider
aider les entreprises on va compenser le différentiel de prix entre le plastique vierge, dont le prix s'est vraiment effondré pendant la crise sanitaire qu'on a vécue. On va compenser le différentiel de prix entre le plastique recyclé et le plastique vierge. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qu'on n'a jamais fait. Et je vais vous dire quelque chose, on ne le fera pas longtemps. Parce que c'est aussi, et sous le contrôle de mon collègue de la DGE que je vois, c'est les mesures dérogatoires au niveau européen sur les aides d'État qui nous permettent de le faire. Sous Olivier, on a jusqu'à fin de l'année pour pouvoir engager ces contrats. Donc, je sais que je dois conclure, mais mon message, ce serait vraiment, le plan de relance, il y a certaines mesures qui sont vraiment très, très courtes dans le temps. Il y en a qui sont un peu plus longues, on a jusqu'en 2022. Et globalement, la fenêtre de tir est courte. Donc, on a besoin d'une très grande réactivité des acteurs. On a besoin d'avoir beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup d'argent, mais on a besoin d'avoir beaucoup de dossiers à financer. Et donc, c'est vraiment le moment de se lancer pour qu'on arrive à vraiment capitaliser sur l'opportunité qui nous est donnée de vraiment mettre fin au plastique à usage unique pour qu'on arrête d'avoir des bouteilles en plastique à pro durable. Merci. Je remets mon masque. Merci, Yann. Merci pour ce panorama très clair. On va rester sur le sujet des emballages, parce que vous avez bien compris, c'est là où c'est un petit peu compliqué quand on est citoyen, c'est qu'on dit, mais il y en a encore du plastique, mais selon les catégories de produits, l'échéance n'est pas la même. Donc emballage 2040, certains produits janvier 2020, d'autres janvier 2021 s'ils sont biosourcés. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, quand on est consommateur, pour s'y retrouver. On dit, il y en a encore du plastique, je croyais que c'était interdit. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a un principe de réalité. Principe de réalité, justement, avec Valentin, l'échéance est claire. Enfin, les échéances, plutôt, sont claires. Pourquoi les marques ne vont pas plus vite? Est-ce qu'il y a de l'innovation? Qu'avez-vous à nous dire côté éco-organisme Citeo? Pour 5 minutes, comme ça, après, on peut échanger. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, je pense qu'effectivement, comme Diane vient de le rappeler, il y a 2 temps, en fait, dans cette loi. Il y a ce premier temps, je dirais, jusqu'à 2030, où il faut mettre absolument tout en œuvre pour recycler toujours un maximum. Évidemment, on va y revenir après. Il faut bien évidemment travailler à la réduction, c'est extrêmement important. Mais il y a déjà cet objectif de se dire, faire en sorte que la matière qu'on produit, on ne la perde pas, comme ça directement. Donc il y a ce pan-là jusqu'à 2030. Et après, à 2040, il y a une autre ambition qui est comment est-ce qu'on construit en fait des modèles alternatifs. À mon avis, l'objectif de 2040, il n'est pas de dire on va juste substituer le plastique par un autre matériau. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est de dire comment est-ce que justement je construis de nouveaux modes de distribution, de nouveaux modes de consommation. Et ça prend effectivement du temps à construire parce qu'il faut tout repenser. C'est un système entier à repenser, donc ça prend du temps. Mais il faut s'y atteler, par contre, maintenant, parce qu'effectivement, si on commence un an avant, ça ne marchera pas. Et je pense que donc, l'enjeu sur les emballages, de manière générale, là, à court terme, on va dire sur les 10 prochaines années, il va être surtout comment est-ce qu'on réduit leurs impacts environnementaux. C'est ça l'enjeu principal, et quel que soit le matériau d'ailleurs. C'est l'enjeu sur tous les emballages. Et on se rend compte de plus en plus qu'il n'y a pas un enjeu environnemental, mais bien des enjeux. C'est-à-dire qu'on va à la fois cibler les émissions de CO2 avec l'impact sur le réchauffement climatique, on va cibler l'épuisement des ressources, on va aller cibler les déchets sauvages avec l'impact sur la biodiversité, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas la solution qui va nous permettre de régler tous les problèmes. Faut se dire, spoiler alerte, on n'y arrivera pas là, demain, on ne va pas arriver avec quelque chose qui va être magique et qui va fonctionner partout, tout le temps. Donc je pense qu'on est là dans cette phase vraiment actuellement de comment est-ce qu'on va aller identifier toutes les solutions qui existent. On a un programme d'accompagnement aujourd'hui start-up, par exemple, chez Citeo, qui s'appelle le Circular Challenge, qui nous permet justement d'aller identifier toutes les solutions là où elles sont. Et ensuite de ces solutions-là, on va venir essayer de regarder lesquelles sont les plus intéressantes dans tous les différents cas de figure. Parce qu'il faut bien se dire que chaque entreprise est un cas particulier. Et ce qui est bien pour une entreprise ne sera pas forcément bien pour une autre. Et ce qu'on pense être bon pour l'environnement dans un cas de figure ne sera pas forcément bon pour l'environnement dans un autre. Donc c'est à chaque fois ce cas par cas qu'il va falloir faire. Et c'est pour ça qu'il nous faut du temps et qu'on a le temps là pour le faire. Mais il faut s'y mettre effectivement tous ensemble. Je pense que ça, je rejoins parfaitement Diane sur ce sujet-là. Il faut qu'on le fasse de manière concertée, de manière harmonisée pour aller le plus loin possible. Les sujets, nous, qu'on va avoir, donc il y a 2 pans chez Citeo pour attaquer ce sujet-là. C'est à la fois la partie R&D innovation, on en a parlé avec ce Circular Challenge. Ensuite, c'est comment est-ce que ces solutions identifiées, on va les mettre justement en relation avec l'ensemble des acteurs pour trouver justement les solutions qui marchent, pour les tester.
en conditions réelles. Donc on a tout un tas d'appels à projets qu'on mène justement pour aller voir si c'est faisable de développer une barquette qui puisse se recycler parfaitement demain, par exemple. Et puis, parfois, on va avoir des bonnes surprises. Une solution qui semblait peut-être magique parce qu'on se dit « Ah, bah, c'est génial, effectivement, c'est hydrosoluble, ça va se complètement disparaître dans l'eau ». Après, on peut vite voir la limite en termes de protection du produit. Il ne faut pas oublier que l'emballage est là d'abord pour protéger le produit. La loi, d'ailleurs, s'appelle anti-gaspillage aussi. Et c'est donc bien la priorité, c'est d'abord de ne pas gaspiller plus. Et donc, dans ce cas, c'est peut-être que ce produit, cet emballage qu'on avait imaginé qui, certes, est beau comme ça et fait envie à l'air sexy parce qu'il se dégrade comme ça dans l'eau, au final, s'il pleut et qu'on veut protéger un produit, ça ne va pas marcher. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'en fait, en couplant peut-être cette solution-là avec d'autres solutions qu'on est en train de développer par ailleurs, on arrive peut-être à les mettre ensemble pour trouver des solutions plus intéressantes. Et coupler, par exemple, donc le matériau dont je parle, qui s'appelle Lactips, qui est un matériau biosourcé fait à base de caséine de lait, et bien si on le coupe peut-être avec du papier carton et avec d'autres technologies comme la chromatogénie, par exemple, qui viennent apporter une propriété barrière à l'eau, là, dans ce cas, on va avoir peut-être un emballage qui est à la fois recyclable, parce qu'on va réussir à récupérer la partie papier carton au recyclage, et à la fois, si, par malheur, et surtout à éviter, il se retrouve dans la nature sans que personne n'ait fait exprès, mais on ne sait jamais, alors là, il pourra effectivement se dégrader avec un impact, on espère, le moindre possible sur la nature. Donc tous ces projets-là, je pense qu'il faut mener. Diane l'a dit, il y a la partie réduction qui est absolument clé. C'est comment est-ce qu'on arrive à réduire encore les emballages. Ça reste la priorité. Attention, toujours en évitant de gaspiller plus de produits. Donc c'est extrêmement important de suivre en fait ce gaspillage. On va parler peut-être du vrac tout à l'heure. Je pense que c'est un des sujets importants, c'est comment est-ce qu'en fait on suit. Est-ce que ce qu'on met en place ne vient pas créer en fait plus de gaspillage à un autre endroit. La partie réemploi qu'il faut évidemment commencer à regarder parce que ça demande aussi un changement. On sait que le réemploi pourrait être extrêmement intéressant d'un point de vue environnemental, surtout sur des circuits courts en local, et donc ça demande de repenser aussi tous les modes de distribution, de consommation, et mettre d'autres dispositifs en place pour aller justement laver, par exemple, les récipients, les renvoyer pour que ce soit rempli, etc. Donc il faut évidemment s'y atteler dès maintenant. Et puis le côté phare, la recyclabilité bien évidemment, parce qu'à court terme, c'est ce qui permet quand même de réduire l'impact environnemental des emballages. Ça veut dire qu'on va permettre de ne pas reproduire de la matière vierge grâce au recyclage, c'est ça que ça fait. Typiquement, l'année dernière, le fait de recycler 3 millions de tonnes d'emballages ménagers, ce qui représente près de 70% des emballages mis sur le marché en France, ça a permis d'éviter 1,6 million de tonnes d'émissions de CO2. Donc en termes d'émissions de CO2, c'est évidemment extrêmement intéressant. Ça permet de ne pas reproduire cette matière vierge. C'est ça surtout qu'on va rechercher derrière. Et puis dernier point, je finis, c'est évidemment de travailler sur l'intégration également, sur l'origine de la matière, donc l'intégration de matières recyclées, Diane en a évidemment parlé aussi, et pourquoi pas regarder des futurs moyens de produire les matériaux actuels qui soient faits avec une gestion plus durable de la matière, de la ressource. Merci Valentin. Merci, donc on voit maintenant, vous avez tout le monde à l'écran, c'est quand même plus sympa, c'est plus joli. Bien que le panel soit très beau en vrai, c'est pas ce que je voulais dire. Tiens, en plus, je le fais rater. Donc, des solutions existent. Oh là là. Grégoire, tu me remets. Des solutions existent. On va passer à une illustration justement avec des bouteilles. Et Louise Lebret, PepsiCo. Alors, pour répondre à ces enjeux de fin du plastique à usage unique, comment, chez Pepsi, vous appréhendez le sujet? Votre retour d'expérience, s'il vous plaît. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ces présentations. Et comme le disait effectivement Valentin, il faut trouver des solutions pour chaque entreprise. Et même à l'intérieur de l'entreprise, il faut trouver des solutions pour tous les matériaux. Donc PepsiCo, vous le savez, c'est un grand groupe de l'agroalimentaire. Et on ne vend pas que des boissons, mais on vend aussi des jus, et on vend aussi des snacks. Donc on a une diversité qui fait notre force, mais qui nous apporte aussi beaucoup de défis au quotidien sur comment gérer ces emballages. Il y a des emballages sur lesquels on a des solutions qui existent, qui fonctionnent. Il y a des emballages sur lesquels on est encore en train de chercher. Et donc on accueille avec énormément d'enthousiasme le plan de relance, effectivement, pour nous aider à accélérer l'innovation et la R&D sur ces emballages qui posent encore problème. L'économie circulaire, elle est effectivement au cœur des préoccupations de PepsiCo et notamment de nos marques. Et on a des marques qui se sont engagées très tôt et très vite
et qui ont décidé d'aller d'investir, et notamment Lipton. Donc, je vous ai apporté la bouteille, vous la connaissez sûrement, elle est en magasin depuis maintenant quelques mois. C'est une nouvelle bouteille qui est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé. Lipton, c'est le leader des thés en France, des thés glacés en France. C'est 300 millions de litres par an. Sortir une bouteille en 8 mois fabriquée à 100% de RPET, ça représente un énorme travail derrière des équipes de R&D. Ça représente aussi beaucoup d'investissements financiers. Ça représente une adaptation importante et agile de nos sites de production et de nos lignes de prod pour que tout se passe bien. Et aussi, ça témoigne aussi d'un engagement fort de la marque sur l'économie circulaire. Et c'est un premier pas. Tout n'est pas parfait et bien sûr qu'il y a plein d'autres solutions. Et c'est un peu notre philosophie aussi, c'est de se dire qu'effectivement, il y a plein de pistes à regarder, que le réemploi, c'est effectivement très intéressant aussi. Proposer des contenants réutilisables, c'est quelque chose qu'on étudie. Mais pour autant, voilà, on a lancé cette bouteille en mars dernier. Avec beaucoup de communication autour du geste de tri, autour des consignes de tri sur les bouteilles plastiques, parce que pour le coup, le PET se recycle et se recycle bien. Et on doit en profiter. En tout cas, on doit faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique vierge. Si déjà ça, on peut le faire, alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas partout ? Et c'est bien l'engagement de cette marque qui a lancé une campagne de communication majeure autour du geste de tri pour sensibiliser les consommateurs et surtout les jeunes qui sont aussi très mauvais trieurs. Donc il y a eu une campagne majeure sur les réseaux sociaux qui a été activée tout l'été qui s'appelle Lipton Génération Tri. Il y a eu beaucoup d'activations en magasin. Et tout a été axé sur les consignes de tri et comment les valoriser. Donc toute l'étiquette a été changée, vous voyez sûrement pas, mais voilà, le logo a été modifié, il y a marqué Recyclons. On explique au consommateur comment on a besoin de lui et comment il peut donner une seconde vie. Et je pense que c'est hyper important et c'était aussi le sens de notre participation à la campagne Citeo, vous triez, nous recyclons. Qui avait été une grande campagne il y a 2 ans et on a beaucoup communiqué autour de cette campagne. Donc voilà, l'idée c'était de faire une campagne inclusive. La responsabilité, elle est bien entendue chez nous, mais elle est aussi chez le consommateur. Et on aura beau faire des emballages avec un impact environnemental moindre, si le consommateur ne les trie pas, ne les jette pas dans la bonne poubelle, ça finira toujours au même endroit. Donc on fait notre part du boulot, on essaye de mobiliser au maximum. Cette campagne, c'est aussi le fruit d'une réunion, d'une concertation avec plusieurs parties prenantes, nos consommateurs, des distributeurs, des ONG, des associations, Citeo aussi qui en faisait partie, et des influenceurs sur comment communiquer auprès des jeunes et sur le geste de tri, comment rendre ça sexy, entre guillemets, pardon. Et donc ça a donné cette campagne qui a plutôt très bien fonctionné pendant l'été, malgré la période un peu difficile. C'est que le début. On entend évidemment le calendrier, on entend les pressions politiques et l'opinion publique et les pressions législatives aussi. Moi, je trouve que c'est extrêmement positif. Je trouve que de donner une trajectoire 2040, en fait, et d'avoir 3 plans quinquennaux qui nous permettent d'adresser un challenge après l'autre, je pense que c'est une stratégie qui est extrêmement agréable de la part des pouvoirs publics. Voilà, on a souhaité, nous engager auprès du gouvernement et du ministère de la Transition écologique depuis la feuille de route lancée par Brune Poirson en 2018. On avait pris cet engagement de 50% de RPET d'ici 2025. On va l'avoir dépassé largement. Aujourd'hui, on est à 46% sur l'ensemble du portefeuille PepsiCo, grâce à Lipton notamment. Mais il n'y a pas que Lipton qui incorpore des plastiques recyclés. Et voilà, donc on accueille ça très positivement. Les marques jouent le jeu. En tout cas, nos marques jouent le jeu et on souhaite aller encore plus loin. Et pour nous, c'est que le début des emballages à impact environnemental réduit. Merci beaucoup, Louise. Alors, je voudrais faire réagir Valentin Citeo parce que nous, on est consommateurs. Une bouteille plastique ressemble à une autre bouteille plastique. Donc, il est vrai qu'il y a l'enjeu pour le producteur, l'enjeu pour le consommateur. Et Citeo, comment vous y retrouvez entre le bon et le mauvais plastique ? Alors, bonne question, pas facile. Je pense qu'aujourd'hui, la loi fixe justement aujourd'hui ce cadre. C'est-à-dire de se dire, 2030, de toute façon, il faudra que tous les emballages mis sur le marché soient recyclables.
Alors même 2025, si on prend l'objectif de tendre vers 100% de plastique recyclé, bien évidemment, on comprend aussi la recyclabilité. En termes de plastique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aller vers, autant que faire se peut, des monorésines qui soient recyclables. Les résines recyclables aujourd'hui, c'est pour le plastique rigide, le PET, le PE, le PP. On est évidemment en train de travailler sur le PS également, vous avez entendu parler. Là, c'est un vrai sujet, parce qu'on sait que le PS aujourd'hui se recycle, mais en très faible quantité grâce au recyclage mécanique. Et on atteint là les limites du recyclage mécanique du PS. Donc on est en train de voir si effectivement les technologies de recyclage chimique peuvent venir fonctionner, apporter une solution supplémentaire, complémentaire au recyclage mécanique. Pourquoi est-ce qu'on essaye absolument de recycler le PS? C'est qu'aujourd'hui, si on prend un emballage emblématique, le pot de yaourt, par exemple en PS, il se trouve que le PS permet d'avoir des pots tellement légers que si demain on change la matière, on vient en fait quasiment doubler les tonnages d'emballage de yaourt mis sur le marché. Et or, ça ne va pas du tout avec l'objectif de réduction. Voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on essaye absolument de tout mettre en œuvre pour y arriver. Par contre, on est bien d'accord qu'à un moment donné, il faudra dire stop ou si on n'y arrive pas. Voilà. Donc pour l'instant, on met tout en œuvre pour essayer de recycler effectivement le PS avec le recyclage chimique notamment. Et si ça ne marche pas, on dira tant pis, ce sera que PET, PE, PP. Et on trouvera les alternatives qu'il faut bien. Ensuite, sur tout ce qui va être les emballages en plastique souple, aujourd'hui, il n'existe qu'une seule filière de recyclage pour le PE souple, donc les emballages en mono-PE. On peut tolérer des barrières comme le VOH par exemple dedans, mais aujourd'hui, c'est la seule filière de recyclage. On sait que demain, pour pouvoir offrir aussi un spectre plus large de possibilités de solutions aux entreprises, il va falloir aussi qu'on trouve des solutions de recyclage pour le PP souple. Voilà, donc on a lancé aussi un projet sur le recyclage du PP. Déjà savoir si on arrive à l'isoler effectivement dans les centres de tri, c'est-à-dire une fois que vous le mettez dans votre bac jaune, est-ce qu'on va réussir à l'isoler dans les centres de tri pour ensuite aller l'orienter vers une filière de recyclage. On va tester évidemment le recyclage mécanique, pourquoi pas avec les rigides, mais on a peu d'espoir, ou alors sur d'autres technologies de recyclage chimique, de pyrolyse, qui permettront aussi d'offrir des solutions. Alors Valentin, il y a beaucoup d'acronymes. Oui, pardon. Je ne sais pas si tout le monde a suivi. Oui, Moi, pas tout. C'est des formations professionnelles. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est compliqué. C'est qu'il y a plein de plastiques différents. Il y a des résines différentes. Il y a les sachants qui s'y retrouvent et nous, on ne s'y retrouve pas beaucoup. Consultez-nous si vous avez des questions. D'où Citeo, vous avez le site de Citeo. Et puis surtout le marquage sur les bouteilles. Voilà, on sait si la bouteille va dans la bonne direction ou pas, si on doit faire simple. J'aimerais quand même, avant qu'on ait quelques échanges, passer à Franprix. Laura Pires, donc on a vu les emballages au sens large, nous avons vu des bouteilles de façon précise, les couverts et le vrac. Il y a un retour d'expérience chez Franprix qui est intéressant. 5 minutes? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Et effectivement, je suis contente aussi de pouvoir partager quelques exemples d'expérimentation qu'on fait sur ce sujet. Tous les plastiques qui viennent d'être cités, vous les trouvez dans tous les rayons d'un magasin Franprix ou comme de la plupart des supermarchés. On est la partie visible de ces enjeux autour de l'alimentation. Il y en a beaucoup, mais évidemment, ce que nous, on appelle le plastique détox et comment on aide nos consommateurs à réduire cette addiction qu'on a tous à l'emballage unique et au plastique. Et du coup, l'idée, c'est là aussi de tester des choses et de faire des propositions. Alors, rapidement, mais je pense que si la plupart d'entre vous sont franciliens, vous connaissez Franprix, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est 900 magasins et 90% en Île-de-France. Et simplement pour donner le contexte, on est sur des petits magasins de proximité, ce qui veut dire beaucoup de produits frais et beaucoup de produits de restauration. Autant de produits sur lesquels l'emballage et l'emballage plastique sont largement dominants. Et donc effectivement, on essaye de réduire cela et de tester des choses. Étant une relative petite enseigne par rapport à d'autres distributeurs, on a cette possibilité et cette agilité de tester des choses et de faire des expérimentations, encore une fois, pour faire avancer nos consommateurs, le marché, nos concurrents et si possible aussi les parties prenantes autour de ces problématiques. Donc quelques exemples. Quand je parle de la restauration et de la consommation nomade, puisque beaucoup de gens vont chez Franprix pour en fait acheter du jus de fruits, un jus d'orange ou bien une salade dans le bar à salade, ce que nous testons, en fait, on a retiré effectivement les couverts et tous les produits de vaisselle de vaisselle jetable 1 an avant la loi, donc en 2019, on avait déjà pris cet engagement pour essayer de sensibiliser le consommateur et de montrer que des alternatives existaient. Donc aujourd'hui, on a des alternatives renouvelables ou réutilisables sur les couverts, sur les gobelets, sur toute la vaisselle jetable que vous pouvez trouver dans le rayon pour organiser un pique-nique. Donc voilà, toutes ces initiatives-là, on a essayé de le faire 1 an en avance, les cotons-tiges également, pour essayer de montrer qu'effectivement, il existe une façon assumée de ne plus vendre ces produits-là et d'avoir des alternatives renouvelables.
Et puis sur la partie restauration, on teste donc le réemploi comme il a été commenté. Donc l'idée d'avoir des contenants en verre à la place d'un contenant en carton ou en plastique, avec un modèle de consigne. Donc on a fait des expérimentations l'année dernière en 2019 dans quelques magasins. On réitère depuis le mois de juillet dans d'autres magasins avec un vrai modèle de consigne. Donc vous prenez votre salade du bar à salade ou le poulet que nous commercialisons, qui est cuit sur place, dans un contenant en verre. Vous le payez 2 €, vous le remettez dans le collecteur présent dans le magasin et vous récupérez un bon d'achat de 2 €. Donc c'est le modèle dont on entend beaucoup parler, mais qu'il faut tester, expérimenter. Ça chamboule quand même pas mal la réalité opérationnelle des magasins et le parcours des clients. Et donc, on apprend en faisant et c'est intéressant. Aujourd'hui, 44% des gens qui prennent ce saladier en verre le ramènent effectivement dans les magasins. Donc, c'est un taux de retour intéressant pour ce genre d'initiative. Et puis, sur les produits à consommer chez soi, puisque donc effectivement, sur la partie pas snacking et restauration, mais sur le fond de rayon, comme on dit, les grandes initiatives que nous testons sont effectivement autour du vrac. Franprix a un mur de produits vrac dans plus de 150 magasins, avec des produits liquides, donc de l'huile d'olive, du vinaigre, du vin, de la lessive, du savon. Donc on teste ce genre de choses avec des partenaires et des startups comme Jean Bouteille, qui est notre partenaire sur ce sujet-là. Et puis évidemment sur les produits secs, où c'est plus commun, donc évidemment sur les graines, sur les féculents, sur les légumineuses, sur les céréales. Là encore, c'est quelque chose de qui chamboule vraiment les process opérationnels, les process économiques, les process de qualité. Enfin voilà, tout est remis à plat quand on pense vrac dans un magasin de grande distribution commun. Et donc l'important, c'est effectivement de pratiquer cela. Ça fait déjà plusieurs années qu'on pratique le vrac. Aujourd'hui, on arrive à un modèle qui nous paraît celui qui fonctionne dans un magasin comme le nôtre, avec des trémies en carton. Donc on a en fait des trémies en carton recyclable qui sont utilisés dans nos magasins pour permettre justement une meilleure gestion de la qualité, de la traçabilité, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage de ces produits qu'on mettrait dans les trémies et qui en fait passeraient des mois sans être commercialisés et qui ensuite on n'arrive pas à... Et donc voilà, c'est pas l'objectif non plus de faire du gaspillage. Donc on a ce modèle avec des trémies cartonnées et les projets sur lesquels on travaille et pour devancer un peu ce qu'on travaille pour les prochaines semaines, c'est de vraiment développer des rayons vrac avec autant de produits que ce que vous trouvez dans un rayon normal. C'est-à-dire que aujourd'hui on a essentiellement des produits bio et assez qualitatifs, mais si vous n'êtes pas un consommateur de lentilles corail ou de muesli bio, vous n'irez pas naturellement vers un rayon vrac. Et donc du coup nous travaillons notamment avec des marques comme PepsiCo ou comme d'autres, des tests avec des grandes marques nationales. Voilà. Donc demain, vous pourrez trouver peut-être du café Nescafé, des pâtes Panzani ou des produits apéritifs de PepsiCo dans des offres vrac. Et donc on pense qu'il y a une façon vraiment, il y a un besoin d'aller sur une autre échelle en fait sur ces rayons-là, et qu'il faut passer par des expérimentations. Donc c'est l'objectif de Franprix de faire ces petits ruisseaux et d'espérer qu'ensuite on arrive à embarquer tout le monde pour faire des grandes rivières. Voilà, quelques exemples. Merci beaucoup Laura. Alors, 45 minutes pour parler d'un tel sujet, c'est juste irréaliste. Beaucoup de questions là, je l'ai regardé, donc c'est l'avantage et l'inconvénient. On ne va pas pouvoir toutes les prendre. Il nous reste 12 minutes, même pas 8, si. Non, même pas 7 minutes. On peut dépasser un peu? Merci. Alors, parmi les questions qui sont posées, je donnerai la parole à Diane. Auparavant, Valentin, il y a un AMI, manifestation d'intérêt. Oui, c'est ça. Un AMI mené par l'ADEME-ICTO sur le sujet des plastiques. Peut-être rapidement nous en dire un mot? Oui, très rapidement. C'est effectivement, il y a ce vrai sujet du réemploi. Donc, on a fait un partenariat avec l'ADEME pour faire un appel à manifestation d'intérêt. On a en plus de ça des appels à projets pour soutenir des projets justement de réemploi. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de questions qui se posent avec le réemploi. Comment est-ce qu'on gère la consigne? Quel flux est-ce qu'on organise? Comment se passent les stations de lavage? Enfin, il y a énormément de questions derrière. Et donc, c'est aussi à ça qu'on veut répondre, sachant qu'à un moment donné, il va falloir avoir des standards quelque part de marché, que ce soit en termes d'emballage, en termes justement de mode de fonctionnement. Et donc, il faut s'y atteler dès maintenant, d'où l'importance effectivement de cette AMI et de nos appels à projets. Merci. Alors, je laisserai après réagir Franprix et Pepsi sur est-ce que, ce sont des questions qui apparaissent, est-ce que les ventes sont plus importantes
Il y a un fléchage du consommateur vers des produits qui sont plus vertueux. Mais auparavant, Diane, une question qui va intéresser de tous. Peut-être développer l'expérimentation sur la consigne en 2022. Et puis, par rapport au plan de relance, est-ce que toutes les entreprises sont concernées par l'aide au plan de relance, en ce y compris les associations, par exemple, entreprises et associations qui travaillent sur le sujet? Donc, deux focus pour vous. Alors, en ce qui concerne je commence peut-être par la deuxième, en ce Oui. qui concerne le plan de relance et toujours sous le contrôle d'Olivier Stemler de la DGE qui a énormément travaillé sur le plan de relance, toutes les entreprises sont éligibles. Donc, il n'y a pas de réserve à avoir, tout le monde peut se lancer. En ce qui concerne la consigne, alors comme vous le savez peut-être, il y a eu des débats assez animés sur ce sujet pendant les débats parlementaires. Il y a eu des réticences très fortes de la part des collectivités locales sur le sujet de la consigne, qui craignaient finalement, enfin la crainte, c'était de dire dans le bac jaune, le bac de recyclage, la consigne, on va enlever tout ce qui a de la valeur, enfin essentiellement les bouteilles en PET. Et du coup, il ne va plus rester dans notre bac jaune que des choses qui n'ont pas de valeur. Et ça va perturber l'équilibre économique de des collectivités. C'était, je pense, la principale réticence qu'on a eue. Et puis aussi avec le fait que c'est vrai que ça bouleverse. Il y a des pays qui ont des traditions de consigne. Ce n'était pas le cas en France. On a fait ce choix de la simplicité, en quelque sorte, pour le consommateur et puis pour le citoyen. Et pourtant, nous, c'est vrai, au ministère de la Transition écologique, on pensait qu'il y avait vraiment une volonté, un espace pour développer une volonté des citoyens d'aller vers la consigne. Donc l'idée à ce stade, et la demande des parlementaires, et notamment des sénateurs, ça a été de dire, attendons de voir les effets des mesures d'extension de consignes de tri. Donc c'est le fait que maintenant tous les emballages peuvent aller dans la poubelle jaune. Alors c'est déjà le cas à Paris et ce sera progressivement le cas, si je ne dis pas de bêtises, dans toute la France d'ici 2022. L'objectif est de couvrir toute la France d'ici 2022 et de voir quelles sont les améliorations rendues possibles par le recyclage, par cette extension de consigne de tri sur les performances de recyclage, voir si ça suffit à nous faire atteindre les objectifs très ambitieux qui ont été fixés au niveau européen. Et à la lumière de ces résultats, de voir s'il est nécessaire ou non de déployer un système de consigne pour atteindre ces objectifs. Et puis, sans attendre, de pouvoir expérimenter aussi la consigne, notamment dans des territoires insulaires. Enfin, il y a des départements qui veulent déjà y aller, comme la Réunion a fait part de son intérêt pour expérimenter sans attendre. Voilà. Merci Diane. Pour Louise, alors des questions sur le plastique PET qui n'est pas recyclable à l'infini, donc il y a plusieurs réactions en ce sens. Du coup, quid de la fin de cette bouteille recyclée? Et puis, est-ce que vous avez vu un effet positif pour la marque Lipton de fait de cette démarche? Sur la marque Lipton, c'est encore dur à dire si l'effet vente, volume, surtout en période Covid où il y a eu une reprise un peu tardive et une consommation un peu perturbée et un été qui a mis du temps à se faire voir. Donc du coup, sur la marque Lipton, c'est encore dur à dire. J'ai pas beaucoup de chiffres à vous partager. En revanche, ce que je peux dire, c'est que l'attrait, en tout cas, la volonté des consommateurs d'avoir des emballages plus vertueux, ça, on le ressent. Et moi, je le vois parce que je suis harcelée de questions sur quel claim environnemental on peut apposer sur les emballages. Et donc, c'est aussi un grand sujet. Comment on communique à nos consommateurs sur la recyclabilité de l'emballage? Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce qui a du sens? Et qu'est-ce qui va avoir du sens aujourd'hui, mais aussi demain, quand il y a l'extension des consignes de tri? C'est hyper important. C'est hyper important pour nous de prendre tout ça en compte. Et sur les cycles de recyclage du plastique,
En fait, en théorie, on peut considérer que le plastique PET peut se recycler à l'infini. Le problème, c'est qu'on ne l'a jamais vraiment essayé parce qu'on n'a pas forcément de matière qui est disponible pour recycler à l'infini. C'est pas notre pari, en fait, de se dire que le PET se recyclera à l'infini. Je vous le disais, il y a d'autres solutions pour réduire l'empreinte environnementale de nos emballages. Et aussi, on travaille aussi beaucoup sur tous les sujets de recyclage chimique qui, pour le coup, eux, ont cette promesse de recyclage à l'infini, puisqu'on revient, je ne saurais pas l'expliquer comme une experte, mais puisqu'on revient à la nature, à l'essence même du polymère. Et donc ça, c'est une promesse qui est très importante pour nous, d'où notre engagement auprès de Carbios, la société française spécialisée sur ce sujet. Et ça, c'est comme ça qu'on souhaite atteindre cet objectif. Merci. Laura, chez Franprix. Donc, il y a des questions autour du vrac, en disant c'est bien le vrac, mais est-ce que les consommateurs n'ont pas peur aussi en période Covid, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faudrait pas inciter à flécher le consommateur vers le vrac avec une politique de prix beaucoup plus intéressante quand on fait du vrac versus de l'emballé? Oui. Alors, effectivement, pardon, la première question, votre première question sur le vrac, si vous pouvez juste me la rappeler. Ah oui, avec le contexte Covid, pardon. Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, il se trouve que nous, on a pris cette mesure. En fait, il y a deux types de vrac. Il y a le vrac où on se sert dans des murs verticaux, et puis il y a le vrac dans les bacs à pelles, ce qu'on appelle, où vraiment, effectivement, chacun doit prendre sa pelle. Donc ceux-là, par exemple, ils ont tous été fermés pendant la crise sanitaire. Les autres étaient maintenus avec des conditions d'hygiène ou parfois avec des équipes de nos magasins qui servaient les clients. C'est le cas également sur les bars à salade, par exemple, où il y a beaucoup de libre service et où on a du coup auxilié les clients pour les servir et éviter les risques. En revanche, juste un point, parce que vous l'avez évoqué en introduction, on a eu cette crainte, enfin moi j'ai eu cette crainte effectivement avec la crise sanitaire de se dire, ça va être le retour justement du plastique et de l'emballage unique. On voit que l'attente du consommateur, elle est quand même très ancrée, et que malgré toutes ces préoccupations sanitaires qu'on a tous vécues très très fortement ces derniers mois, on n'est pas sur un retour à vive l'emballage unique, je veux tous mes fruits et légumes emballés dans des barquettes. On ne perçoit pas ça aujourd'hui dans le comportement de nos consommateurs, et c'est un bon signe. Et je pense qu'effectivement, les lois vont nous aider de toute façon à avancer, mais on sent aussi que le consommateur, malgré tout ce qui nous arrive là, est bien prêt et mûr à aller vers plus de vrac et pas forcément... Et un vrac beaucoup moins cher alors? C'est la politique. Et alors effectivement, le vrac permet plusieurs choses. Permet effectivement de réduire les emballages, permet aussi au client de prendre la juste quantité, ce dont il a besoin, et pas un gros format qui ne serait pas forcément nécessaire et qui demain pourrait être du gaspillage chez lui. La question de l'accessibilité prix, ou en tout cas de la compétitivité du vrac, reste une question. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours sur des rayons relativement petits aujourd'hui, et parce que, comme je l'évoquais, on est sur des assortiments bio très qualitatifs aujourd'hui dans la plupart des assortiments que vous trouverez sur le vrac. Donc il est difficile de comparer un produit vendu en vrac aujourd'hui avec un produit cœur de gamme, entre guillemets, dans un rayon. Aujourd'hui, les produits comparables sont plus intéressants quand ils sont achetés en vrac, mais évidemment, on a besoin d'avoir aussi des produits plus classiques, conventionnels, pour vraiment montrer cette attractivité prix des produits en vrac, et c'est en partie ce que je vous évoquais comme exemple. On a coupé le... Non. En tous les cas, c'est la direction, très clairement. Après, il y a une économie d'échelle qui doit entrer en ligne de compte. Je laisserai le mot de la fin à Valentin. C'était une table ronde qui était organisée par Citeo en première intention avec l'aide de Auré. Avant, je dirais juste un tweet. Là. Vous évoquez toujours de travailler sur les mêmes matières qui nous posent problème. 3 petits points. Un monde avec de nouveaux matériaux n'est-il pas souhaitable ? Je crois qu'on peut tous dire oui, bien évidemment, mais on fait avec ce qu'on a aujourd'hui et on essaie d'avancer le mieux que l'on puisse tous. Valentin, le mot de la fin sur ce plastique à usage unique ? Alors, je pense que... Sauf si Diane, un petit rajout, non ? C'est bon, Diane ? Non, juste pour réagir à ça, je pense qu'il ne faut pas croire que la panacée va venir des autres matériaux. Oui. Je pense qu'il y a vraiment un effort très significatif à faire sur la réduction. Ne pas être dans l'angélisme. Voilà, il ne faut pas penser qu'on va résoudre le problème en substituant le plastique par d'autres matériaux, parce que ça ne résoudra
sera pas forcément le problème. Enfin, entre une bouteille en plastique, entre du plastique, du PET recyclé et puis du papier carton qui viendrait de je sais pas où, d'une forêt mal exploitée, la bouteille en plastique recyclé, c'est quand même mieux. Du coup, Valentin, Alors, je en étant partage ce que responsable j'allais dire, éco-conception, effectivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre un miracle d'un nouveau matériau dont personne n'aura entendu parler et qui ferait tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire croire ça. Ce n'est pas la solution aujourd'hui. On a beaucoup parlé. Alors même le vrac, il faut faire attention en fait, au raccourci. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que vrac égale, c'est génial. Attention, le vrac ne veut pas dire pas d'emballage. Si on met des produits en vrac pour qu'en fait, le consommateur se serve dans un sachet qui fait en fait 3 fois la taille de ce qu'il va prendre, qui est un sachet en papier ou en plastique d'ailleurs, ou parfois papier et plastique, ça n'a pas de sens. Il faut aussi garder ça en tête. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois éviter les raccourcis un peu rapides de « Ah bah oui, mais là, j'ai une nouvelle résine plastique qui est géniale parce que ça vient, je sais pas, de noyau d'avocat ». Ça fait bien, mais en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la solution. Il faut vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie, qu'est-ce que ça devient. Il y a eu aussi effectivement cette folie des emballages compostables. Peut-être que la partie biosourcée, c'est-à-dire une origine qui viendrait effectivement de ressources renouvelables et gérées durablement, attention, je le dis bien, qui n'a pas été suite à de la déforestation, etc., ça peut être intéressant. Par contre, en fin de vie, il faudra plutôt essayer de le recycler, alors de le réemployer en priorité, et ensuite, si c'est pas possible, de le recycler. Le fait de composter un emballage, notamment plastique, attention, aujourd'hui, on perd en fait la matière. Il ne faut pas oublier qu'un plastique qui se dégrade, ça va devenir du CO2 et de l'eau. Il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de quoi faire du humus avec du plastique compostable. Donc aujourd'hui, ça va uniquement partir en CO2. Donc on va perdre cette matière-là. Et c'est dommage. Si par contre, la manière dont il a été produit effectivement est intéressante, étudions-le et cherchons plutôt derrière à le recycler. Comme ça, on gagnera vraiment sur tous les échelons de la vie de ce produit-là, depuis l'amont jusqu'à la fin de vie. Et pour ça, il faut évidemment le faire, mais à reconcerter pour éviter que chacun sorte son emballage dans son matériau différent qui est magique à chaque fois, mais qu'on soit tous ensemble pour se dire, voilà, travaillons sur des matériaux qui, on le sait parce qu'on a fait des études qui vont bien, sont intéressants, peuvent permettre effectivement des productions à grande échelle, parce que c'est ça le problème, puissent être ensuite réemployés derrière. Est-ce qu'on a bien les dispositifs qui sont en place dans tous les pays dans lesquels je veux les commercialiser? Est-ce qu'on a bien, si ce n'est pas possible de le réemployer, les dispositifs en place pour pouvoir le collecter, le trier et le recycler derrière? Voilà, faut que tout le monde se pose ces questions-là avant de mettre un nouvel emballage sur le marché. Donc on retient pensée globale, attention aux fausses bonnes idées, et le sujet est plus compliqué qu'il n'y paraît en première intention. Merci infiniment à vous 4 et bonne suite de Pro Durable. Merci. Ouais, celui-là. Prévu pour quand? En consultation? En consultation dans les prochaines semaines. Parce que le cabinet m'a dit à l'automne. Bien sûr. Non, je ne vais pas vous dire plus que on va faire à ce stade. Oui, bien sûr. Pas de... Compenser le différentiel. Ouais. Ah non, d'accord, exactement. D'accord. Ça veut dire, si vous voulez, j'ai même l'impression Oh là, j'avais mon anti-sèche pour vous allez me le le donner. dossier de presse. Ouais, le dossier de Ah, presse. c'est super. C'est là, vous voyez. Ouais.